Juste après avoir viré à mes parents leur charge mensuelle, ils m'ont désinvité du dîner de famille parce que le nouveau compagnon de ma sœur ne m'aimait pas. Alors j'ai annulé tous les paiements et me suis retiré définitivement. Je m'appelle Juliette F. Dubois, 30 ans. 4 heures après avoir transféré à mes parents un investissement à 6 chiffres pour sauver leur café en difficulté et avoir terminé de réserver un voyage d'anniversaire luxueux pour eux, j'ai reçu un SMS qui m'a effacé de ma propre famille. Il était court, froid, et si décontracté que cela semblait presque irréel. Tu n'es pas invité au dîner. Puis un second message est arrivé juste après. Le petit ami de ta sœur ne t'aime pas. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'explications, aucune tentative d'adoucir le coup. Juste ma mère m'informant que j'avais été retiré de table parce que le petit ami de ma cadette avait décidé qu'il ne me voulait pas là. J'avais encore l'email de confirmation de leur voyage d'anniversaire en main quand le texto est arrivé. J'avais tout amélioré, suite avec vue sur l'océan, cabane privée, champagne à l'arrivée. J'ai choisi chaque détail avec le soin que l'on réserve à un amour dont on espère encore qu'il sera réciproque. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, mon pouce planant au-dessus de la zone de réponse. J'avais 100 choses à dire. Au lieu de cela, j'ai tapé un seul mot, d'accord. Mon mari était assis en face de moi quand je l'ai envoyé. Il n'a pas demandé ce que disait le message. Il l'a vu sur mon visage avant même que je ne lui montre le téléphone. Il a juste tendu la main par-dessus la table, a couvert la mienne de la sienne, et a dit doucement, « Tu n'es pas obligé de continuer à faire ça. » Je ne lui ai pas répondu immédiatement, non pas parce que j'étais en désaccord, mais parce que je savais qu'il avait raison. Et d'une certaine manière, ça faisait plus mal. Quelque chose en moi n'avait pas explosé, ni s'était brisé, mais était simplement devenu immobile, comme une machine qui avait finalement cessé de tourner après des années de surchauffe. Pour comprendre pourquoi ce SMS comptait tant, il faut comprendre ma famille. Je suis l'aînée, celle sur qui on compte, celle qui est utile. Ma petite sœur a toujours été l'enfant d'or, la rêveuse fragile, celle que tout le monde protège, même quand c'est elle qui crée le désordre. Le système était simple, elle rêvait, je payais. Elle échouait, je réparais. Elle mentait, il la défendait. Je respirais mal et, d'une manière ou d'une autre, j'étais le problème. À 23 ans, j'envoyais déjà de l'argent à la maison en attendant que les choses s'arrangent. À 26 ans, j'étais co-signataire du prêt du café qu'aucune banque n'aurait approuvé. À 28 ans, j'ai remboursé leur second prêt immobilier parce que ma mère disait que le stress la rendait malade. Pendant ce temps, ma sœur passait d'une idée ratée à une autre et était toujours traitée comme le centre de la famille. Même maintenant, avec un petit ami présent depuis à peine une minute, elle avait assez d'influence pour m'exclure du dîner. Et ma mère a suivi comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ce n'était même pas la première fois qu'ils m'excluaient. C'était juste la première fois qu'ils étaient assez effrontés pour le mettre par écrit. Le timing rendait les choses plus cruelles. Quelques heures plus tôt, j'avais finalisé 2 choses énormes pour eux, 120 000 € pour le café, et un voyage de 10 jours à Hawaï pour leur anniversaire. La surclassement de l'hôtel seul coûtait plus que ce que la plupart des gens dépensent pour des vacances. J'avais fait tout cela en espérant stupidement que cette fois serait différente. Que peut-être cette fois, ils me verraient. Pas comme la fille qui résout les problèmes, mais comme la fille qui compte. Au lieu de cela, j'ai été désinvité parce que le petit ami de ma sœur ne m'aimait pas. Alors, je me suis levé, je suis allé dans mon bureau, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon tableau de bord bancaire. Le virement était toujours en attente, réversible. J'ai regardé pendant peut-être 3 secondes avant de l'annuler. Puis j'ai annulé le voyage à Hawaï, les vols, l'hôtel, les excursions, chaque petit détail soigné. Je l'ai fait méthodiquement, presque calmement, ce qui était la partie la plus étrange. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. Je n'avais pas de crise. J'ai ensuite ouvert un dossier sur mon disque dur intitulé « Soutien familial ». Des années de reçus y vivaient, achat d'épicerie, paiement d'urgence, capture d'écran de facture, chaque sauvetage et mission de secours que j'avais géré en silence en prétendant que cela ne faisait pas mal. J'ai fixé le dossier un instant, puis je l'ai supprimé. C'est à ce moment que quelque chose est devenu clair pour moi. Je n'avais jamais été vraiment traité comme une fille. J'étais traité comme un système, un plan de secours, une transaction qui continuait de fonctionner tant que personne ne demandait si c'était juste. Et pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté d'essayer d'être utile.
2 jours se sont écoulés avant qu'il ne remarque. Il a fallu exactement 2 jours pour que le silence soit rompu. Pas parce qu'il m'avait manqué. Pas parce que quelqu'un se sentait mal à propos du dîner. Pas parce que ma mère avait soudainement réalisé à quel point ce message était cruel. Non, il a fallu 2 jours parce que c'est le temps qu'il a fallu pour que les problèmes d'argent fassent surface. Mon père a appelé en premier, non pas pour demander si j'allais bien, non pas pour dire bonjour, ni même pour prétendre que c'était à propos d'autre chose que de la panique. Son message vocal ne contenait qu'une seule phrase, « Pourquoi le paiement du café a-t-il été rejeté ?» Je l'ai écouté 2 fois, surtout parce que j'étais fasciné par son côté prévisible. La première fois que j'ai arrêté de donner, ils ne se sont pas demandé si j'étais blessé. Ils se sont demandé pourquoi les factures étaient soudainement réelles. Il a rappelé encore et encore. Au 6e appel manqué, il a envoyé un SMS, « Ce n'est pas drôle, Juliette. » Drôle. Ce mot m'a presque fait rire, comme si mon travail financier avait été une sorte de comédie familiale, et que maintenant je gâchais l'ambiance en quittant la scène. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, ma mère a essayé. Pas de message vocal. Elle déteste les messages vocaux car, selon elle, écouter les gens divaguer demande trop d'efforts. Ceci de la part de la femme que j'ai passé 2 heures à aider au téléphone avec une compagnie d'assurance parce qu'elle ne voulait pas s'embêter à démêler ses propres papiers. Elle a enchaîné avec un texto, « Es-tu fâché à cause de l'histoire du dîner ? Ne sois pas dramatique. » C'est à ce moment que j'ai réalisé que je n'étais pas vraiment en colère à cause du dîner. Pas vraiment. J'étais en colère contre tout ce qui l'avait précédé. Le dîner n'était que l'insulte finale, le résumé net et propre de ma place dans cette famille. Laissez-moi parler de ma sœur un instant. Car si on ne regardait que l'extérieur, on penserait qu'elle était juste chanceuse, jolie, charismatique, toujours entourée d'attention, le genre de femme qui peut échouer en plein jour et que les gens qualifieront quand même de incomprise. Sa première voiture était un SUV flambant neuf. Elle l'a détruite en 6 semaines. Mes parents ont appelé ça une expérience d'apprentissage. Ma première voiture était une berline d'occasion avec une vitre cassée et un moteur qui semblait vouloir mourir par pure obstination. J'ai appris à la réparer moi-même grâce à des tutoriels en ligne et au désespoir. Ces études universitaires étaient entièrement financées, même si elles changeaient de voie si souvent que plus personne ne pouvait suivre. J'ai travaillé à temps partiel, contracté des prêts, et je me disais que la dette était temporaire. Son anniversaire l'année dernière a été marqué par un dîner sur un toit, des cocktails personnalisés et un nombre embarrassant de photos. Le mien a reçu un SMS tardif et la promesse de célébrer correctement le week-end suivant, ce qui, bien sûr, n'est jamais arrivé. Et pourtant, j'ai continué à me présenter. Non pas parce que je ne le voyais pas. Je le voyais. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il y avait un tableau de score caché que je ne pouvais pas encore voir. Qu'un jour, ma constance compterait. Qu'un jour, mes parents cesseraient de me tenir pour acquise et reconnaîtraient enfin qui avait porté cette famille chaque fois que les choses devenaient difficiles. Puis mon mari est entré dans la cuisine ce soir-là, m'a trouvé debout, regardant le vide, et a dit, « Tu as l'air plus légère. » Cela m'a prise au dépourvu. Nous sommes allés marcher après le dîner. Nous n'avons pas dit grand-chose au début, nous nous sommes juste tenus la main et avons marché dans la ville tandis que le bruit des vies des autres passait autour de nous. À un moment donné, nous sommes passés devant le restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous. Les lumières étaient tamisées à l'intérieur, chaudes et dorées, et pendant une seconde, je me suis souvenu de la version de moi qui pensait encore que l'amour était quelque chose qui se méritait en prouvant combien on pouvait endurer. Je me sens étrange, ai-je admis. Il m'a regardé. Étrange dans le bon sens ou le mauvais ? J'ai réfléchi, comme si j'étais enfin immobile dans une tempête qui n'était pas la mienne. Il a serré ma main une fois et n'a pas essayé de régler ça. Il ne le fait jamais. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai épousé. Il ne se précipite pas pour m'expliquer ma douleur. Il reste simplement à proximité. Le lendemain matin, le cirque de la famille élargie a commencé. Ma tante Carla a envoyé un SMS en premier. Elle a toujours été la messagère préférée de ma mère, celle qu'ils envoient quand ils veulent délivrer de la culpabilité avec un visage plus doux. « Tes parents sont vraiment blessés », a-t-elle écrit. « Ta mère pleure. Tu devrais appeler. » J'ai fixé le message une seconde, puis j'ai répondu, elle ne pleurait pas quand elle m'a désinvité. Aucune réponse ensuite. Puis les appels de numéros bloqués ont commencé.
Des appels aléatoires, des numéros inconnus, même la ligne du café. J'ai laissé tout sonner. Mon père a fini par laisser un autre message vocal. Celui-ci était plus sec. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais la facture de gaz est en retard et les fournisseurs appellent. Tu dois régler ça. Pas peux-tu régler ça, pas veux-tu aider? Tu dois régler ça. Cette phrase s'est installée en moi comme de la glace parce qu'elle disait tout. Je n'étais pas une fille qu'ils avaient blessée. J'étais un système qui avait cessé de fonctionner, une machine qu'ils s'attendaient à ce qu'elle redémarre sur commande. Puis ma sœur a envoyé un SMS, maman et papa paniquent. Que as-tu fait? Je l'ai lu 3 fois. La formulation était parfaite. Pas qu'est-ce qui s'est passé, pas ça va? Juste qu'as-tu fait? J'ai répondu, tu peux payer la facture de gaz. Je suis retraité. Aucune réponse. Celle-là m'a fait sourire. Ce soir-là, j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable et je l'ai intitulé « Reçu ». Au début, j'ai pensé que j'allais simplement lister les paiements, les transferts, les factures, les urgences. Mais une fois que j'ai commencé à taper, d'autres choses sont sorties aussi. La fois où j'ai payé la paie du café lorsque mon père avait oublié que les impôts étaient dus. Le cadeau d'anniversaire pour lequel ils ont remercié ma sœur parce qu'elle le leur avait donné en premier. Les vacances que j'ai écourtées parce que la machine à expresso est tombée en panne et apparemment, seul moi pouvais régler les crises dans cette famille. Et puis les petites choses, les exclusions, les excuses. La façon dont ma mère défendait toujours le comportement de ma sœur avec des mots comme sensible et incomprise tandis que ma douleur était toujours qualifiée de dramatique. Les fois où j'ai ravalé ma peine juste pour maintenir la paix pour des gens qui n'ont jamais protégé la mienne. Au moment où j'ai terminé la première page, je n'écrivais même plus pour eux. J'écrivais pour moi, car les gens comme ma famille survivent en réécrivant l'histoire, en transformant l'enfant utile en l'enfant difficile desquels demandent de la dignité. Et je savais au fond de moi que ce n'était que le début. Donc, s'ils allaient raconter une histoire sur moi, je voulais m'assurer d'avoir d'abord la vraie version écrite. 3 jours après le début du silence, ma mère s'est présentée à mon bureau. Et c'est là que les choses ont cessé d'être privées. Je n'avais jamais vu ma mère à mon bureau auparavant. Pas une seule fois. Pas quand j'ai eu une promotion. Pas quand j'ai déménagé dans un espace plus grand. Pas même quand mon entreprise a été présentée dans un article économique local et que je lui ai envoyé le lien, espérant qu'elle dirait enfin qu'elle était fière. Mais maintenant, 3 jours après que l'argent ait cessé de couler, elle était dans mon hall d'entrée, portant des lunettes de soleil surdimensionnées comme si elle se cachait du monde où y jouait un rôle. Ma réceptionniste m'a appelé, confuse. Juliette, ta mère est là. Je suis resté là un instant, fixant l'écran de mon ordinateur. Une partie de moi voulait lui dire de renvoyer ma mère. Une autre partie voulait faire semblant de ne pas être dans le bâtiment. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai marché vers l'ascenseur, stable, contrôlé, mon rythme cardiaque plus fort que prévu. Non pas parce que j'avais peur d'elle, mais parce que je savais déjà comment cette conversation allait se dérouler. Quand je suis entré dans le hall, elle s'est levée immédiatement, enlevant ses lunettes de soleil avec un petit mouvement dramatique. « Oh, bien », a-t-elle dit. « Tu es vivante. » Je l'ai regardée. Je n'étais pas au courant qu'il y avait une équipe de recherche. Elle n'a pas souri. J'ai fait un geste vers une petite salle de conférence. Parlons ici. Espace neutre, pas d'audience, pas de performance. Elle m'a suivi à l'intérieur, s'est assise et s'est penchée en avant comme si elle allait négocier quelque chose. Tu as tout annulé, a-t-elle dit. Les services publics, le voyage, le transfert. Ton père est anéanti. Pas de bonjour. Pas de comment ça va? Juste la gestion des dégâts. Bien, ai-je dit, son expression s'est crispée. Juliette, non. Je l'ai interrompu calmement. Tu voulais parler. Parlons. Elle a cligné des yeux. Pourquoi n'étais-je pas invité au dîner? Elle a hésité une seconde. Puis elle a balayé la chose comme si de rien n'était. Ce n'était pas personnel. Ça m'a semblé très personnel. Tu sais à quel point le petit ami de ta sœur est sensible, a-t-elle dit. Il a dit que tu le mettais mal à l'aise. C'est vrai, ai-je répondu. Je suis mal à l'aise près des gens qui vendent de faux produits de bien-être et appellent ça un métier.
Elle a soupiré comme si j'étais le problème. Nous ne voulions juste pas de tension, a-t-elle dit. C'était censé être une soirée tranquille. Une soirée tranquille, ai-je répété, financée par la personne que vous avez exclue. Silence. Elle a bougé sur sa chaise, puis a adouci sa voix. C'était un mouvement que je connaissais bien. Le ton doux, les yeux presque larmoyants, la version d'elle qui apparaît quand elle a besoin de quelque chose. Nous ne voulions pas te blesser, a-t-elle dit. C'est toi qui ne te souciais pas de le faire. Ça a fait mouche. Pendant une seconde, elle n'a pas eu de réponse. Puis elle a pivoté. Nous ne demandons rien de très grand, a-t-elle dit. Juste un peu d'aide jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Je me suis appuyé contre mon dossier. Je vous ai donné 120 000 €, ai-je dit. C'était un investissement, a-t-elle répondu rapidement. Non, ai-je dit. C'était une bouée de sauvetage. Vous n'aimiez juste pas qu'elle vienne avec des attentes. Son visage s'est durci. Tu as toujours ce complexe de martyr, a-t-elle lancé. J'ai failli sourire. Drôle, ai-je dit. Je pensais que j'avais un complexe de pourvoyeuse. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait plus. Et peut-être n'était-ce pas le cas. Puis elle a dit quelque chose qui m'a dit exactement comment cela allait se passer. Sais-tu ce qu'a dit ta sœur à propos de tout ça, a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Elle a dit, tu as toujours été jalouse d'elle, ma mère a continué. Que tout ça, c'est juste toi qui fais des scènes. Je n'ai pas réagi. Ça ressemble exactement à quelque chose qu'elle dirait. Elle souffre aussi, a insisté ma mère. De quoi, ai-je demandé. Du stress d'être soutenue toute sa vie. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Tu as changé, a-t-elle dit enfin. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. J'ai juste arrêté de payer pour votre silence. C'était ça. C'était le moment où tout a basculé. Parce que pour la première fois, aucune de ces tactiques habituelles n'a fonctionné. Ni la culpabilité, ni la diversion, ni la manipulation émotionnelle. Elle s'est levée brusquement. Si tu veux détruire cette famille à cause d'un dîner, a-t-elle dit, sa voix maintenant froide. C'est ton choix. Je n'ai rien détruit, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de faire semblant que ce n'était pas déjà cassé. Elle m'a fixé un instant comme si elle attendait quelque chose. Des excuses, un revirement, une fissure. Elle n'a rien obtenu, alors elle est partie. Pas de câlin, pas d'au revoir, juste le bruit de la porte qui se referme derrière elle. Ce soir-là, ma sœur a publié une photo. Elle et son petit ami, des verres à la main, souriant comme si de rien n'était. La légende disait, protégez votre paix. Certaines personnes apportent de la négativité dans votre vie. Je n'étais pas tagué, mais je n'en avais pas besoin. J'ai fixé la publication un instant, puis j'ai fermé l'application parce que quelque chose avait encore changé. Pas émotionnellement cette fois. Stratégiquement. S'il voulait jouer, j'avais fini de jouer gentiment. Cette nuit-là, je n'ai pas réagi émotionnellement. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. J'ai fait un plan. Parce que la vérité est qu'ils avaient oublié à qui ils avaient affaire. Je n'étais pas seulement la fille qui envoyait de l'argent. J'étais celle qui avait bâti leur système. J'avais créé la commande en ligne du café. J'avais négocié les conditions des fournisseurs. J'avais réparé leur comptabilité chaque fois qu'elle s'effondrait. Et surtout, je détenais une partie de l'entreprise discrètement. Légalement, 40%. Ils n'avaient jamais fait attention à cette partie. Alors, le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Je suis prête, ai-je dit. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire. En 48 heures, tout était en mouvement, retrait formel de l'entreprise, dissociation du capital, notification légale, demande d'examen financier. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. C'était précis. Puis j'ai fait quelque chose d'encore plus efficace. J'ai informé poliment et professionnellement les fournisseurs. Je leur ai fait savoir que je ne cautionnais plus financièrement l'entreprise, que toute obligation future ne serait pas couverte par moi. Pas d'accusation, pas d'émotion, juste des faits. C'était tout ce qu'il fallait.
Parce que dans leur monde, mon nom signifiait stabilité. Sans moi, tout semblait risqué. En un jour, la fissure a commencé. Le fournisseur de café a suspendu les livraisons. L'entreprise d'emballage a demandé de geler les commandes. Leurs conditions de paiement ont disparu du jour au lendemain. Et le système de points de vente sous mon email a été annulé. Jeudi matin, l'entreprise avait déjà du mal à fonctionner. Je n'ai rien dit, mais j'ai publié quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, une photo de la fenêtre de mon bureau, la ville s'étendant derrière, ma main tenant une tasse de café sur laquelle était écrit « Pas ton plan B ». La légende était simple. Ce n'est pas parce que vous avez maintenu quelqu'un à flot que cela signifie qu'il n'agira pas comme si vous étiez la raison pour laquelle il se noie. Aucun nom, aucun tag, juste la vérité. Et cela s'est répandu d'abord discrètement, puis plus vite. Les gens comprenaient plus que ce à quoi je m'attendais. Des messages sont arrivés, non pas de la famille, mais d'autres personnes, des gens qui avaient vécu quelque chose de similaire, des gens qui reconnaissaient le schéma. Et pour la première fois, je n'étais pas seul dans cette expérience. Ma sœur n'a pas aimé ça. Elle a posté à nouveau, un long texte, vague mais évident. Parlant des personnes toxiques et de la protection de son énergie. Je n'ai pas répondu parce que je n'en avais plus besoin. La vérité était déjà en mouvement. Puis mon avocat a appelé. « Vous allez vouloir vous asseoir ?» a-t-elle dit. Je suis déjà assise. Il y eut une pause. Votre sœur a déplacé de l'argent. Elle a dit, je suis devenue immobile. Que entendez-vous par là? Elle a transféré des fonds du café vers un compte séparé, une société sous son nom. Combien? Environ 28 000 €. Pendant une seconde, je n'ai rien dit. Pas parce que j'étais choqué, car je ne l'étais pas. Quelque part au fond de moi, cela avait du sens. Elle avait toujours pris. C'était juste une version plus grande de cela. Elle ne le sait pas. Nous le savons, a ajouté mon avocat. C'est bon, ai-je dit, car je savais exactement ce que cela signifiait. Ce n'était plus seulement un drame familial. C'était autre chose. Quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué par des émotions ou des excuses. Ce même jour, j'ai organisé une réunion. Une dernière conversation, pas chez eux, pas chez moi. Terrain neutre, une suite d'affaires, propre, contrôlée, définitive. Quand ils sont entrés, tout semblait différent. Mon père avait l'air tendu. Ma mère évitait mon regard. Pour la première fois, il ne semblait pas contrôler la situation. J'ai posé un dossier sur la table. Voici les relevés financiers, ai-je dit. Mon père a froncé les sourcils. Nous avons vu les livres. Non, ai-je dit calmement. Vous avez vu ce qu'elle vous a montré. J'ai glissé le dossier vers eux. Silence. 28 000 €, ai-je dit. Transféré vers une société qui n'existe qu'en son nom. Ma mère a tressailli. Mon père n'a pas réagi. Ce n'est pas possible, a-t-il dit. C'est déjà vérifié, ai-je répondu. Encore le silence. Elle vous a volé, ai-je ajouté. De la même entreprise que j'ai maintenue en vie. Ma mère a ouvert la bouche. Je l'ai arrêtée. Vous n'avez pas à me croire, ai-je dit. Vous allez bientôt entendre parler de l'administration fiscale. Cela a fait un choc. Ils n'ont pas discuté. Ils ne l'ont pas défendu. Ils ne se sont pas excusés. Ils sont restés assis là. Et pour la première fois de ma vie, ils n'avaient rien à dire. Ils sont partis sans un mot. Et je savais que cette fois, tout les avait finalement rattrapés. Ils ne m'ont pas appelé après cette réunion. Pas cette nuit-là. Pas le lendemain, ni même un message. Pour une fois, le silence n'était pas le mien. Il était le leur, et il était différent, plus lourd, comme si quelque chose avait finalement fait son chemin. Mais bien sûr, le calme n'a pas duré. Ma sœur m'a envoyé un message en premier. Tu es vraiment allé si loin, a-t-elle écrit. Pas de salutation, pas de dénégation, juste ça. J'ai fixé le message une seconde, puis j'ai répondu avec une capture d'écran du rapport financier. Pas de mots, elle a lu, sans répondre. Cela m'a tout dit. Le message suivant est venu de mon père. Court, froid. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je l'ai lu 2 fois.
Puis j'ai répondu, je n'ai rien fait. J'ai juste arrêté de couvrir. Aucune réponse. Puis le bruit est arrivé. Famille, amis, proches, des gens qui ne m'avaient jamais demandé comment j'allais quand j'étais en difficulté. Maintenant, soudainement très inquiet. J'allais trop loin. Je détruisais la famille. Je gérais ça de la mauvaise manière. C'était presque impressionnant de voir à quelle vitesse ils ont trouvé leur voie. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas expliqué, je ne me suis pas défendu, parce que j'avais enfin compris quelque chose. Ils ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient du réconfort, et la vérité était inconfortable. Alors, ils ont appelé cela de la cruauté. Quelques jours plus tard, ma sœur a posté à nouveau. Cette fois, ce n'était pas subtil. Un long message sur la trahison, sur les gens qui prétendent t'aider mais veulent en réalité contrôler, sur la façon dont elle avait été exploitée. Elle ne m'a pas nommé. Elle n'en avait pas besoin. Les commentaires étaient pleins de sympathie, pleins de soutien, pleins de gens qui ne connaissaient pas l'histoire mais étaient heureux de prendre parti de toute façon. J'ai fermé l'application parce que je n'avais plus besoin de mener cette bataille. Pas maintenant. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Une des employées est venue me voir. Elle s'est présentée calmement, presque nerveuse. J'avais l'habitude de m'occuper d'une partie de la comptabilité du café, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je voulais juste vous remercier. J'ai froncé légèrement les sourcils. Pourquoi? Pour avoir arrêté ça, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Elle a glissé une petite note pliée sur la table. Ce n'est pas de moi, a-t-elle ajouté. Je l'ai ouverte. L'écriture était familière. Celle de ma mère. Je suis désolé. Tu étais toujours celle qui se présentait. Je ne savais pas comment réparer les choses. Je ne sais toujours pas. J'ai relu, puis j'ai plié soigneusement la note et l'ai mise de côté. Je n'ai pas répondu, non pas parce que le désolé n'annule pas des années, mais parce que ça ne réécrit pas les choix. Une semaine plus tard, j'ai appris que le café avait fermé. Pas d'annonce, pas d'explication, juste une pancarte sur la porte, fermée jusqu'à nouvel ordre. J'étais assise dans mon bureau quand j'ai appris la nouvelle. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas célébré. Je n'ai ressenti aucune des choses que j'aurais dû ressentir, car j'avais essayé plus de fois que quiconque ne le savait. Puis ma sœur s'est présentée sans prévenir, tout comme ma mère l'avait fait. Elle est entrée dans mon bureau comme si elle s'attendait toujours à un accès, comme si rien n'avait changé. Juliette, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux. Émilie, ai-je répondu. Silence. Elle s'est assise en face de moi, agitée, inconfortable. Tu n'aurais pas dû faire ça comme ça, a-t-elle dit. Vraiment pas? Tu nous as humiliés. Non, ai-je dit calmement. Vous l'avez fait vous-même. Elle a détourné le regard. J'étais sous pression, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Tu ne comprends pas ce que c'est, a-t-elle ajouté. Je me suis légèrement penché en avant. Je comprends exactement ce que c'est, ai-je dit. Je l'ai vécu seul. Cela l'a touchée. Elle a bougé sur son siège. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit doucement. Pendant une seconde, j'ai failli la croire. Puis elle a ajouté, mais tu n'avais pas besoin de tout détruire. Elle était là. Pas de responsabilité. Juste des regrets concernant les conséquences. Je n'ai rien détruit, ai-je dit. J'ai arrêté de réparer. Encore le silence, plus long cette fois. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle admis. Tu ne le peux pas, ai-je dit. Elle m'a regardé, confuse. Parce que ce n'est pas à toi de réparer, ai-je ajouté. Elle est restée assise comme si elle ne savait que faire de cela. Et pour la première fois, moi non plus. Parce que la colère était partie. Et sans elle, il ne restait rien à combattre. Après ce jour, tout s'est terminé calmement. Plus de disputes, plus de confrontations, plus de tentatives de réparer quelque chose qui était brisé bien avant que nous l'admettions toutes les deux. Ma sœur n'est pas revenue. Mes parents n'ont pas appelé. Et pour la première fois depuis des années, ma vie semblait calme, pas vide. Calme. Le café n'a jamais rouvert. Pas de message d'adieu, pas d'annonce,
juste une porte verrouillée et une enseigne qui s'est lentement effacée au soleil. J'ai appris par quelqu'un d'autre que mes parents avaient des difficultés, qu'ils avaient réduit leur train de vie, que les choses n'étaient plus ce qu'elles étaient. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'en avais pas besoin car je comprenais déjà ce que cela faisait de perdre sa stabilité, de se retrouver dans une vie qui ne fonctionnait soudainement plus. Et la vérité était que j'avais déjà survécu à cela une fois. Mon téléphone est resté silencieux. Parfois, un message arrivait. Court, prudent, de ma mère. Tu nous manques. J'espère que tu vas bien. Aucune pression, aucune attente, juste de la distance. Je ne répondais pas, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'avais plus rien à dire. Mon père n'a envoyé aucun message. Et d'une certaine manière, cela semblait plus honnête. Ma sœur m'a envoyé un texto une fois. J'aurais aimé que les choses soient différentes. Je l'ai lu, j'ai réfléchi, puis j'ai répondu, moi aussi. C'était tout, car tout le reste aurait été un mensonge. Les choses n'étaient pas différentes. Elles étaient exactement ce pourquoi elles avaient été construites. On n'ignore pas quelqu'un quand il a le plus besoin de vous et qu'on s'attend à ce que tout reste pareil ensuite. On ne choisit pas le silence et qu'on s'attend à la loyauté. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je comprenais cela maintenant parfaitement. Et parce que je le comprenais, je ne me sentais plus coupable. Pas la nuit. Pas dans les moments calmes. Pas quand je pensais à eux. Chaque fois que le doute essayait de se manifester, je revenais à un seul souvenir. Ce lit d'hôpital. Ce moment où j'ai demandé de l'aide et où j'ai entendu non. Cela n'a jamais changé. Donc ma réponse non plus. J'ai construit ma vie sans eux. J'ai remboursé mes dettes. J'ai développé ma carrière, acheté ma propre maison, créé une stabilité selon mes propres termes. Tout ce que j'ai maintenant, je l'ai gagné. Non pas parce qu'ils m'ont aidé, mais parce qu'ils ne l'ont pas fait. Et cela m'a changé. La version de moi qui croyait que la famille se montrerait toujours. Elle n'a pas survécu à ce moment. Ce qui l'a remplacé est différent, plus fort, plus prudent, moins enclin à se sacrifier pour des gens qui n'auraient pas fait de même. Certaines personnes appelleraient cela froid. J'appelle ça de la clarté. La semaine dernière, je me tenais dans mon appartement, regardant les lumières de la ville. Tout était calme, équilibré, à moi. Et pour la première fois, je n'avais pas l'impression qu'il manquait quelque chose, car j'avais enfin compris quelque chose de simple. La famille n'est pas définie par qui vous a élevé. Elle est définie par qui se présente quand ça compte. Ils ne l'ont pas fait. Alors, j'ai arrêté de me présenter aussi. Et la vérité est qu'ils n'ont pas perdu une fille parce que j'ai changé. Ils m'ont perdu parce que je les ai enfin vus clairement. Et une fois que l'on voit quelque chose comme ça, on ne peut plus l'ignorer.